aujourd'hui on se retrouve pour le challenge lecture du mois de mars. Donc je rappelle pour ceux qui n'auraient pas suivi la série de vidéos, mais je fais un challenge lecture cette année 2025 où le but c'est de lire 100 livres cette année pour se remettre un peu à la lecture et quitter un petit peu les écrans. Ce mois de mars a été somme toute fructueux en termes de lecture, ce à quoi je ne m'attendais pas vraiment parce qu'il y a pas mal d'événements problématiques qui me sont arrivés au mois de mars, à certains moments où j'avais clairement pas envie de lire et où j'étais pas disponible pour lire. Cependant, j'ai quand même réussi à lire 10 livres, ce qui est mon record. Depuis le début de l'année, j'avais lu 9 livres en janvier et 8 livres en février. J'ai fait de très bonnes lectures ce mois-ci, mais aussi des lectures assez décevantes, plutôt contrastées. Et j'ai lu, vous allez voir, plein de genres différents. Et on va commencer sans plus tarder, donc comme d'habitude avec le bas du classement, les notes les plus basses, puisque je note à chaque fois mes lectures sur 10. Et je vais commencer tout de suite avec un roman, Déraciné de Maurice Barrès. C'est un peu une histoire à la Balzac, du style Eugène de Rastignac, mais version fin du 19e siècle, puisque ce roman a été publié en 1897 et qu'il prend place donc à peu près dans la même période. C'est l'histoire de 7 jeunes nancéens qui donc ont fait leur classe au lycée à Nancy et qui vont affronter la capitale telle Eugène de Rastignac pour réussir. Ils envisagent des métiers du type avocat, professeur, etc. Sauf que ça ne va pas se passer exactement comme ils le souhaitaient et qu'ils vont se heurter à la difficulté de réussir à la capitale, comme les héros balsaciens. Il y a une dimension aussi un peu illusion perdue dans ce roman puisque l'un des 7 garçons va vouloir fonder son propre journal avec l'argent de son héritage qu'il va littéralement dilapider dans ce journal qui ne va pas fonctionner. On va suivre ainsi les pérégrinations de ces 7 nancéens à Paris. C'est plutôt soporifique pendant la majeure partie du livre. J'étais très déçue à vrai dire parce que j'en attendais beaucoup et finalement j'ai eu assez peu. L'histoire se noie dans un propos théorique qui divague entre politique et philosophie. Et à la fin, dans le dernier tiers du livre, il y a un événement soudain, un crime en fait. Et là, le roman bascule dans un roman de l'énergie nationale, c'est le nom du cycle dans lequel ils inscrivent, à un roman policier avec une enquête qui finalement finit assez platement. Donc il n'y a pas beaucoup de rebondissements, il n'y a pas beaucoup d'action, c'est assez linéaire et plat. J'ai pas éprouvé un grand plaisir à lire ce livre et puis je me suis même franchement ennuyée à certains moments. Cela dit, Maurice Barrès est quelqu'un qui écrit très bien, qui est d'une grande culture, qui a beaucoup de références, donc évidemment que les intellectuels quand même peuvent prendre du plaisir à retrouver ces références, mais moi c'est pas des références qui me parlent, c'est de la philosophie très dure comme Kant, c'est des éléments d'histoire politique de la fin du 19e siècle avec Léon Gambetta qui m'intéressent fort peu. Moi je m'attendais à une histoire romanesque, des jeunes effectivement qui déboulent à Paris, qui viennent de leur province. Il leur arrive mille choses comme on voit dans Les Illusions perdues ou dans le Père Goriot, mais là c'est pas le cas du tout. Le propos peut-être qui pourrait être intéressant dans ce livre, c'est l'idée que déraciné de sa terre natale, on n'est rien finalement, ou en tout cas on va se heurter à de grandes difficultés. Et encore je trouve que ce propos, il est présenté d'une manière tellement didactique, tellement peu subtil que finalement il en perd toute sa saveur. C'était pas une grande réussite pour ma part, j'ai pas tellement apprécié cette lecture et je lui ai quand même mis la note de 5 sur 10, la moyenne tout pile, mais en réalité, bon voilà, vous avez compris, j'ai pas été convaincue du tout par ce roman qui était ma foi long et difficile à lire. On passe ensuite à une prochaine lecture. Cette fois-ci c'est un classique français du 18e siècle puisqu'il s'agit des fausses confidences de Marivaux, qui était au bac il y a quelques années. Marivaux, c'est un auteur que j'aime beaucoup, un dramaturge que j'aime beaucoup, mais j'aimerais aussi connaître le romancier, il faut que je lise La vie de Marianne notamment. J'avais adoré L'île des esclaves de Marivaux, et puis j'avais bien aimé Le jeu de l'amour et du hasard. Et là, les fausses confidences, beaucoup moins, vraiment beaucoup moins. Chez Marivaux, ou dans les pièces de Marivaux, on a toujours un jeu d'échange des rôles et qui souvent sert un dessin amoureux, comme c'est le cas dans les fausses confidences ou dans le jeu de l'amour et du hasard. Dans les fausses confidences, un certain Dorante voudrait épouser une certaine Araminte, je crois. Pour cela, il va encore s'aider de son valet, Dubois. Il va y avoir une histoire de lettres, de quiproquos, de discussions avec des sous-entendus. Enfin, c'est du Marivaux tout craché. Mais
Moi, j'ai pas été convaincue par cette pièce parce que je trouve que déjà, tout n'est pas très compréhensible, tout s'emberlificote. À la lecture, en tout cas, c'est pas très agréable. Je pense que c'est mieux à voir représenté parce que là, en fait, on a une difficulté à voir le lien qu'ont les personnages entre eux. On comprend pas bien les sous-entendus, on comprend pas bien les quiproquos. Enfin, moi, j'ai trouvé cette lecture extrêmement floue. Et pourtant, c'est pas une lecture très longue, hein, mais extrêmement floue. Et je me dis, pour essayer de faire comprendre ça aux élèves, ça a dû être compliqué, ma foi. Le jeu de l'amour et du hasard était beaucoup plus clair. L'île des esclaves, c'est pareil. Moi, franchement, les fausses confidences, c'est pas le Marivaux que je ferais étudier à mes élèves. Donc voilà, vous l'aurez compris, c'est pas ce que j'ai préféré. On retrouve quand même le marivaudage, le style de Marivaux, et ça reste une écriture agréable. Mais honnêtement, j'ai pas pris de plaisir à lire cette pièce, donc je lui mets également la note de 5 sur 10. Pour finir avec les 5 sur 10, je vais vous présenter cette fois-ci une nouvelle. Donc vous voyez, on a plein de genres variés, roman, théâtre, nouvelle. Il s'agit du Nez de Nicolas Gogol. Alors, c'était pas du tout prévu que je lise ça, hein. Autant les deux autres étaient dans mes piles à lire, autant celui-là pas du tout. Il se trouve que j'ai eu très récemment mon inspection pour être titularisée en tant que professeur. Ça arrivait le matin, un lundi matin, et franchement, l'après-midi, je ne savais plus quoi faire. J'avais cours l'après-midi, mais je devais surveiller un devoir, et je me suis dit, mais en fait, là, j'ai tout sauf envie de travailler, donc je ne vais pas travailler pendant la surveillance du devoir, et je vais lire. Or, je n'avais pas de livre sur moi, donc il me fallait un livre extrêmement court pour pouvoir le lire pendant ces 2 heures de surveillance. Je suis allée à la librairie au rayon littérature russe, parce que j'adore la littérature russe. Et je suis tombée sur Gogol et sur Pouchkine, dont je vous parlerai juste après. Alors Gogol, j'avais déjà lu, ou plutôt vu en représentation sa pièce de théâtre Le Révisor, mais j'avais lu aucune de ses nouvelles. Le Révisor que j'avais vraiment bien aimé, je trouvais ça très drôle. J'ai acheté ce recueil de 2 nouvelles, donc il y a Le Nez et Le Manteau. J'ai pas lu Le Manteau, je pense que je le lirai le mois prochain. Mais Le Nez, franchement, très bizarre. Ah, pareil, là j'ai pas vraiment accroché, j'ai pas tellement aimé. Le Nez, c'est l'histoire d'un major, alors c'est un directeur de collège je crois, qui s'appelle Kovalyov, et en fait il perd un jour son nez, voilà. Et son nez devient un fonctionnaire, enfin il travaille dans la rue, la hiérarchie russe au début du 19e siècle, c'est compliqué. Nicolas Gogol est un auteur du début du 19e siècle, auteur russe. Donc là évidemment c'est une traduction. On a l'histoire absolument absurde de ce nez qui est personnifié finalement. Son propriétaire qui le cherche et qui veut à tout prix qu'on lui ramène. Alors il va quand même au poste de police pour signaler la disparition de son nez, ce qui est une situation très cocasse. Et finalement il retrouve son nez et il essaie de le remettre sur son visage, mais le truc ne colle pas en fait, il tient pas. Voilà, très bizarre. Un dernier rebondissement à la fin de la nouvelle. On peut pas vraiment parler de chute, pour le coup, c'est pas une nouvelle à chute, moi je trouve. Mais je vous dis pas ce qui se passe à la fin, mais en tout cas, je trouve pas ça bien révolutionnaire. J'ai trouvé cette nouvelle très étrange. J'ai rien à reprocher au style de Gogol, et de toute façon, c'est une traduction, mais en tout cas, je trouve pas ça grandiloquent, quoi. Je vois pas l'intérêt. Franchement, je ne vois pas l'intérêt. Je trouve que cette nouvelle manque cruellement d'intérêt. Alors, il me semble que c'est quand même une nouvelle qui avait pour but au départ de critiquer la hiérarchie russe. Je vois pas. Franchement, je vois pas, je suis passée à côté, donc si jamais vous avez lu cette nouvelle et que vous pouvez m'expliquer, peut-être que ça va m'aider, mais là, non, je vois pas, donc ce sera 5 sur 10. On passe ensuite à une autre nouvelle russe, La Dame de Pique de Pouchkine, donc que j'ai acheté en même temps que le recueil de nouvelles de Gogol. Pouchkine, j'en ai beaucoup entendu parler et je savais que sa nouvelle, ou son écrit en tout cas le plus connu, c'était La Dame de Pique. C'est une nouvelle extrêmement courte, enfin littéralement elle se lit en une demi-heure. Belle autour du jeu, ça me rappelle beaucoup Le Joueur de Dostoïevski dont je vous ai parlé le mois dernier, qui est un roman cette fois-ci. Alors là, il n'est pas question de roulette russe, mais il est question d'un jeu de cartes. Donc le personnage principal, dont j'ai oublié le nom parce que franchement, en 30 pages, t'as même pas le temps de retenir le nom des personnages, il apprend via un de ses amis que la grand-mère de cet ami, en fait, a réussi à amasser une fortune considérable grâce à une suite de cartes qu'elle a joué plusieurs fois. Le personnage principal décide d'aller voir la grand-mère pour lui demander cette fameuse suite de cartes. Alors la grand-mère au départ elle garde le secret jusqu'à sa mort. Elle finit par dévoiler le secret à sa mort pour une raison que j'ai oubliée. Le personnage principal s'en va jouer cette suite de cartes. Alors les 2 premiers jours ça se passe très bien. Il remporte une masse d'argent considérable. Et le dernier jour, il se passe quelque chose avec la Dame de Pique que je ne vous révélerai pas. Et en fait, c'est ce qui, pour moi, fait la qualité de cette nouvelle, parce que honnêtement, la nouvelle n'est pas incroyable, hein. C'est pas non plus une révélation.
le début est assez plan-plan, et puis on se demande même quand est-ce le jeu va arriver, quand est-ce que les personnages vont aller jouer. Il y a une intrigue secondaire avec une histoire de mariage, une histoire d'amour qui finalement n'a pas lieu. À la fin, on a cette chute, là pour le coup c'est une nouvelle avec une énorme chute que je trouve absolument incroyable. Enfin, c'est littéralement la présence du karma résumée dans un livre. La Dame de Pique y joue un rôle très important. Mais en dehors de cette chute, je trouve pas que cette nouvelle soit incroyable. Là encore, je trouve pas que ce soit extrêmement bien écrit, mais il s'agit d'une traduction, donc je pourrais jamais avoir accès au texte originel, sauf si je me mets à apprendre le russe dardar, ce qui n'est pas le cas, bien que j'ai quelques notions. C'est pas révolutionnaire, c'est sympa à lire, pas incroyable non plus, donc j'ai mis la note de 7 sur 10. On va ensuite passer à de bonnes, voire très bonnes lectures. Et je vais commencer par... Tiens, pour changer, on va prendre un roman graphique. Ce roman graphique, Sibylline, de Sixtine Dano. Alors, je n'avais absolument pas prévu d'acheter ce livre et en fait je suis tombée dessus à la Fnac. Je cherchais pas ce livre-là en particulier, mais j'ai vu la couverture, j'ai vu le graphisme, j'ai vu le titre, j'adore ce prénom. J'ai retourné, j'ai lu le résumé ou en tout cas l'extrait et là je me suis dit, ce livre est fait pour toi. Et hop, je l'ai embarqué avec moi. C'est sous-titré Chronique d'une escort girl. Ça vous donne un petit peu déjà une idée de quoi il va être question. C'est l'histoire de Raphaël qui monte à la capitale, encore une histoire à la Eugène de Rastignac, pour faire ses études d'architecte, donc jeune provinciale. Et il se trouve que voilà, elle a un plutôt joli minois. Au départ, c'est pas vraiment pour gagner de l'argent, même si elle a pas beaucoup d'argent vu qu'elle est étudiante. Mais au départ, c'est plus par curiosité. Elle s'inscrit sur un site et elle commence un petit peu à discuter avec des hommes sans pour autant franchir le pas. Et finalement, elle va franchir le pas un jour et devenir donc escorte. Mais en parallèle, on a toute son histoire sentimentale avec divers garçons qu'elle va croiser et des garçons qu'elle va vraiment aimer, en tout cas apprécier, en dehors de ses relations. Je m'attendais pas vraiment à ce que j'ai eu, c'est-à-dire que je trouve que les relations sentimentales hors escorting prennent beaucoup plus de place que tout ce qui est en relation avec l'escorting. Une histoire d'amitié puisque Raphaël va entraîner avec elle une amie qu'elle va rencontrer à l'école d'architecte. Il me semble que c'est pas un livre que sur l'escorting et que les histoires d'amitié ou d'amour prennent davantage de place. Donc j'étais un peu déçue parce que moi je m'attendais vraiment à lire un livre sur l'escorting et finalement les scènes assez crues prennent pas tellement de place dans ce livre. Mais en même temps, c'était une lecture très agréable. Les graphismes sont vraiment géniaux. Moi, ce qui m'a attirée dans ce livre, c'est que regardez, tout est en noir et blanc. C'est très esthétique, pas forcément simple, mais épuré, parce qu'il y a quand même beaucoup de détails. Il y a des doubles pages qui sont plus estompées et d'autres qui sont beaucoup plus contrastées. C'est vraiment intelligent d'avoir choisi ce noir et blanc, en fait, qui mettent en valeur aussi la couleur de cheveux de Raphaël, puisqu'elle a des cheveux noirs, très sombres. C'est ce qui fait son identité. Donc j'ai vraiment beaucoup apprécié les graphismes. L'histoire, peut-être un peu moins dans la mesure où, comme je vous ai dit, ça tournait pas forcément qu'autour de l'escorting et moi je m'attendais vraiment à ça. Ça reste une très bonne lecture et j'attribue donc à ce roman graphique la note de 8 sur 10. On va passer ensuite à un roman et il s'agit de Lune froide sur Babylone avec cette magnifique couverture des éditions Monsieur Toussaint Louverture. Vous reconnaissez sûrement ce type de couverture puisqu'il s'agit des types de couvertures utilisés pour l'auteur Michael McDowell. Alors je vous ai présenté la série des Blackwater que j'ai lu donc au mois de janvier et février. Et là je vous présente donc un autre de ses romans, Lune froide sur Babylone, qu'il a écrit à la même époque, dans les années 80. Je me suis mis comme défi cette année de lire tous les livres de Michael McDowell parus aux éditions Toussaint Louverture. Donc le prochain ce sera soit Les Aiguilles d'Argent, soit Cathy. Mais là je voulais lire Lune froide sur Babylone presque essentiellement parce que la couverture est dingue. Ce bleu là, profond, est incroyable. C'est une histoire qui se passe toujours aux États-Unis, toujours proche de l'Alabama. Alors là on est en Floride mais on a la frontière entre la Floride et l'Alabama. Dans le même coin que Blackwater, hein, on retrouve les mêmes villes, la même topographie, avec Perdido, avec la ville de Babylone, avec la ville de Mobile, d'autres villes encore. Sauf qu'ici, ça ne se passe pas au début du XXe siècle, mais à la fin, dans les années 80. Une succession en fait de crimes qui au départ sont non élucidés et qui au fur et à mesure, on se rend compte, le sont de plus en plus. Comme toujours chez Michael McDowell, il y a une dimension surnaturelle, c'est-à-dire que les personnes qui vont être tuées par le criminel vont lui réapparaître sous forme de fantômes et qui vont le hanter jusqu'à la fin du livre. Ce roman de Michael McDowell
est bien plus un roman policier que ne l'était Blackwater, qui était plus, je trouve, dans le fantastique. Ici, on a la présence du surnaturel, mais elle est quand même vachement en toile de fond, surtout pendant la première moitié du roman. Ça devient beaucoup plus surnaturel par la suite. Je trouve que la première moitié du roman est assez lente parce que, alors, il est question d'un crime, je peux vous le dire parce que ça intervient vraiment au tout début du roman, de la petite fille d'Evelyn Larkin et donc de la sœur de Jerry Larkin qui vit avec sa grand-mère. Enfin, les deux vivent avec leur grand-mère depuis le décès de leurs parents. C'est une famille assez modeste qui vivent en fait de la culture de myrtille en Floride, à Babylone. Le choix de cette ville, je pense aussi, n'est pas anodin, hein, le nom. Plusieurs personnes du village sont soupçonnées de ce meurtre, mais le shérif ne prend pas vraiment ce meurtre au sérieux, ce qui dérange terriblement Evelyn Larkin, la grand-mère, qui est vraiment désespérée par ce meurtre, et elle va tout faire pour faire mettre en prison une personne du village qu'elle soupçonne d'être le meurtrier, et tout porte à croire que c'est impossible que ce soit lui le meurtrier. Ça, c'est pendant la première partie du roman qui fait quand même plus de 400 pages, donc ça avance terriblement lentement, le début. C'est assez pesant, je pense que c'est fait exprès aussi pour instaurer une ambiance pesante, et c'est seulement à partir de la seconde moitié du roman que tout s'accélère et où on a de plus en plus d'indices sur l'identité du criminel et où il y a aussi d'autres meurtres. Si vous aimez les policiers, si vous aimez aussi l'écriture de Michael McDowell, puisqu'on est toujours dans cette espèce de distance, de froideur, d'évocation aussi lapidaire des meurtres et de ce qui s'ensuit, si vous aimez le surnaturel aussi, n'hésitez pas à lire ce roman. Alors, j'ai légèrement préféré Blackwater quand même, mais Lune froide sur Babylone, ça a été une très bonne lecture et je lui mets 8 sur 10. On poursuit cette fois-ci avec, non pas une, mais 2 bandes dessinées qui viennent de sortir, l'adaptation de Autant en emporte le vent en bande dessinée, même roman graphique au vu de l'épaisseur du truc. C'est très très lourd, ce sont vraiment de magnifiques ouvrages. Alors là, c'est le tome 2 que je suis en train de vous présenter, mais le tome 1, on voit Scarlett O'Hara au loin. C'est une adaptation du roman de Margaret Mitchell, roman qui a été adapté au cinéma dans l'inoubliable Autant en emporte le vent de 1939 avec Vivien Leigh. J'adore ce film, je me le refais systématiquement tous les 2-3 ans, enfin vraiment c'est incroyable. Je n'ai pas lu le roman et je pense le lire très prochainement justement pour voir à quel point l'adaptation en bande dessinée et en film est fidèle, mais c'est une histoire absolument romanesque, sentimentale à souhait, au sud des États-Unis pendant la guerre de sécession. Là, on est dans le clan du sud, si vous voulez, donc contre les Yankees, contre le nord qui veulent abolir l'esclavage. L'histoire prend pied dans un contexte historique, l'abolition de l'esclavage, la guerre de sécession, une guerre civile aux États-Unis. Et on suit une famille de riches propriétaires terriens, les O'Hara, dont Scarlett est la fille et l'héroïne accessoirement du roman. Et Scarlett, elle a un caractère bien trempé, c'est une femme excessivement belle qui a 16 ans au début de l'histoire, qui est amoureuse d'un certain Ashley Wilkes, qui lui est destiné à épouser sa cousine Mélanie. Et donc Scarlett, quand elle apprend ça, elle est horrifiée, elle se met en colère, tout rouge. Et pendant tout le roman, elle va lutter contre cette union qui ne lui convient pas. À côté de ça, elle va épouser différents hommes par dépit et elle va subir surtout un déclassement. C'est aussi le récit d'une chute sociale puis d'une réascension sociale puisque Scarlett va subir en fait ce que subissent beaucoup de sudistes à cette époque-là, la perte de la guerre civile et donc ils vont perdre énormément d'argent. La plantation de son père va être pillée, en partie détruite. Donc pendant toute une partie de l'histoire, elle va être pauvre et elle n'a jamais connu en fait cette situation-là, elle mange pas à sa faim. Et puis elle va rencontrer un homme au début du livre qui s'appelle Red Butler, qui est bien plus âgé qu'un séducteur. Alors lui, c'est vraiment un mec qui a aucun scrupule et il se fait de l'argent en fait dans cette guerre sur le dos des autres, même s'il au départ est un sudiste. Et au départ, Scarlett semble le détester profondément et lui, Red Butler, semble attiré par Scarlett mais en même temps s'en moquer aussi parce que bon, cette petite fille capricieuse l'amuse beaucoup. Après la période difficile de Scarlett, après ses 2 mariages infructueux puisqu'elle va être 2 fois veuve, Red Butler va lui proposer le mariage et ils vont avoir une relation, une histoire d'amour passionnelle mais destructrice aussi. Enfin, l'histoire est absolument incroyable, violente de passion on va dire. Enfin, je pourrais faire toute une vidéo sur l'histoire de ce livre, mais
C'est tout ce que j'aime. Histoire d'amour, histoire historique, des caractères incroyables au niveau des personnages. Bon, ça, c'est l'histoire de base qui est vraiment génialissime. Maintenant, son adaptation en BD par Pierre Alary, donc BDaste français, il me semble. C'est de très grande qualité. Alors bon, on retrouve quand même des designs très bande dessinée, pour le coup, classiques. On n'est pas dans vraiment roman graphique comme Sibylline, mais c'est bien dessiné. Je pense qu'il s'est pas mal inspiré du film de 1939 pour le design de la tête des personnages. Red Butler ressemble beaucoup à Red Butler dans le film de 1939. Scarlett O'Hara là-dedans, elle ressemble pas mal à Vivien Leigh dans le film de 1939. Ashley Wilkes, il est blond, donc comme dans le film de 1939. Bref, c'est assez fidèle au film, je trouve, et c'est ce que j'ai aimé, clairement, parce que j'ai adoré le film. Le texte est vraiment bien, il y a des passages que je trouve très frappants, des citations qui sont vraiment géniales. Je trouve qu'il y a une belle représentation aussi des mouvements de foule, des différents espaces aussi, des espaces plus verdoyants, des couleurs plus chaudes à d'autres moments, enfin une espèce de camailleux tout au long, vous voyez. Des couleurs plutôt terre, on va dire, plutôt chaudes, parfois un peu froides, dans la nuit notamment couleur bleue. Beaucoup de détails, ça a un travail titanesque hein, clairement, puis c'est assez épais comme je vous disais. Pour la petite histoire, j'avais pas prévu du tout d'acheter ces deux gros ouvrages, mais en fait je suis tombée dessus dans ma librairie préférée, qui est une librairie qui vend exclusivement des bandes dessinées et des romans graphiques. Et quand je les ai vus, enfin quand j'ai vu que ça a été adapté en BD, je me suis dit mais incroyable, il faut que tu t'achètes ça. J'ai pas eu tort parce que c'est vraiment deux superbes ouvrages que je vous recommande, surtout si vous connaissez l'histoire comme moi de base. Mais même si vous ne connaissez pas, ce sera une superbe découverte, je pense. Donc j'ai attribué 8 sur 10 à ces deux ouvrages. Ensuite, je vais continuer avec un roman. Et il s'agit des Bibliophiles de Mathias Kessler. Il s'agit, comme vous l'aurez vu au vu du titre, d'un livre centré sur la littérature, puisque biblio et phil, biblio c'est tout ce qui a rapport au livre en grec, et philein en grec ça veut dire aimer. L'histoire de trois amis parisiens. Encore une fois, on retrouve le thème très balsacien des illusions perdues, la littérature, Paris, la jeunesse, des étudiants. Et ces trois jeunes ambitieux animent en fait un club de lecture qui est un club de lecture où ils sont tous les trois, enfin ils se retrouvent au café pour discuter de leur lecture. Mathieu qui travaille dans une maison d'édition, Luc qui est un grand collectionneur de livres très rares et Marc qui est doctorant. Sauf que ces trois amis sont très déçus et très désillusionnés par leur vie à Paris et en particulier par le monde des lettres et de l'édition. Tout le roman, en fait, est raconté par une narratrice qui est en fait l'ex-compagne de Mathieu et qui raconte l'histoire 20 ans après. Parce que l'histoire de ces trois compères a donné lieu à un scandale judiciaire et littéraire il y a 20 ans de ça, qui a fait leur succès, en particulier le succès de Mathieu. Alors, je ne vous révèle pas de quoi il s'agit parce qu'en fait, c'est tout le propos du livre, c'est de nous amener progressivement à ce scandale qui intervient pendant le dernier dixième du livre, donc c'est vraiment très long à s'installer et c'est le seul reproche que j'aurais à faire à ce livre qui est vraiment sinon très bien, très intéressant, très bien écrit aussi, avec beaucoup de références littéraires. Par exemple, tous les chapitres ont des noms qui font référence à des écrits, alors soit philosophiques, soit littéraires. Par exemple, je pense donc je suis, là on est chez Descartes. Plein de références littéraires et philosophiques, c'est vraiment un livre érudit, mais en même temps je trouve accessible parce que même si on connaît pas toutes ces références, il y a une histoire derrière, une intrigue plutôt passionnante avec ces trois jeunes ambitieux parisiens. Il y a des histoires d'amour, ça rend quand même l'ensemble plutôt romanesque. Derrière ça, il y a quand même, je pense c'est ce qui est le plus intéressant dans le livre, un propos critique sur le monde de l'édition actuelle, un monde de copinage, un monde qui finalement est très hypocrite et qui ne met pas en valeur les œuvres de jeunes auteurs qui pourraient émerger, qui vont conduire au scandale final sur lequel débouche le livre. Globalement, c'était une très bonne lecture, je trouve beaucoup d'inventivité et on voit que l'auteur connaît ce milieu de l'édition. Évidemment, il n'y a pas la mention de maison d'édition actuelle, mais vous pouvez voir les références à certaines maisons d'édition. La narratrice, elle est tout le temps en train de nous annoncer qu'il va se passer quelque chose, mais on n'y est pas encore. Et elle fait grandir le suspense, elle le fait grandir, elle le nourrit, ce qui nous met en tension pendant tout le livre et seulement à la fin, il y a tout qui explose.
Enfin, je trouve que c'est extrêmement bien construit, qu'il y a vraiment un projet dans ce livre. Et donc ce sera pour moi un 8 sur 10. Et on va finir avec une bande dessinée, La Guerre des Cendres, le tome 2 de la série Hugo et Iris. Alors, ce truc-là, c'est un truc que j'ai entamé il y a très longtemps. Enfin, très longtemps, il y a peut-être 2 ou 3 ans. J'ai décidé d'entamer la série des Cendres. Alors, c'est très compliqué, donc accrochez-vous bien. En gros, il y a une série principale de BD qui s'appelle Les Cendres, que je n'ai pas encore commencé, mais que je vais commencer un jour. Et il y a 3 autres séries en lien avec les Cendres qui sont en fait les ancêtres des Cendres. Les Cendres sont une famille. Et moi, je suis en train de lire la première série, donc Hugo et Iris, qui sont les parents en fait des héros de la série principale. Moi, j'ai décidé de tout acheter et de tout lire. Et là, j'ai acheté les 3 tomes de la série de Hugo et Iris et j'ai lu les 2 premiers. Le premier, j'ai lu il y a très longtemps, donc je me souvenais plus trop de l'histoire et je me suis replongée dans la lecture parce que j'avais le tome 2 qui traînait chez moi. Et donc j'ai fini le tome 2. Le tome 3 viendra au mois d'avril puisque je suis en train de le terminer. Pour vous faire un résumé global de l'univers des Cendres et de la guerre des Cendres, ça se déroule globalement au 19e siècle. Un 19e siècle très baudelairien, très noir, très sombre, mélancolique, avec une esthétique de dandy aussi. Et on y suit une histoire plus ou moins surnaturelle avec la famille des Cendres. Alors les Cendres, la particularité qu'ils ont, c'est qu'ils ont les cheveux rouges et les yeux très sombres, très noirs, c'est à ça qu'on les reconnaît. Dans la série des Hugo et Iris, on suit l'histoire en particulier de Hugo, fils des Cendres, Hugo Cendre, qui va tomber amoureux d'une comédienne nommée Iris. Alors Iris, elle n'a pas les cheveux rouges, mais elle a les yeux rouges. Et la couleur de ses yeux fait tout l'objet en fait de l'histoire. Ce serait très difficile de vous résumer vraiment ce qui se passe dedans, mais en gros, il y a une histoire d'enquête, il y a des histoires d'amour, des histoires de famille. Le tout se déroule entre la province et Paris. Ceux qui adorent le 19e siècle, le romantisme noir, vous allez adorer. On a beaucoup de couleurs sombres, de couleurs chaudes. Le rouge est vraiment dominant, enfin c'est vraiment très beau, très détaillé. Les couleurs sont veloutées, les visages sont vraiment vivants. Enfin, j'adore les expressions des visages. C'est un livre qui est vraiment centré, c'est une BD qui est centrée autour des visages. Les cheveux sont, par exemple, hyper détaillés. Enfin bref, là je vous montre, c'est très loin, mais en gros, ça ressemble à ça pendant tout le livre, donc c'est absolument divin et magnifique. Moi, quand je lis une bande dessinée ou un roman graphique, ce qui m'attire avant tout, c'est les dessins, les graphismes. Je ne suis pas déçue du tout par la poursuite de mes lectures. Je trouve ça très sombre, très mystérieux. J'ai hâte de vraiment tout lire et de vraiment me plonger dedans. J'aimerais vraiment finir la collection cette année, donc ce sera un autre challenge. J'attribue la note de 8 sur 10 au tome 2 de Hugo et Iris, La Guerre des Cendres. J'en ai enfin fini avec ce mois chargé en lecture. N'hésitez pas à me dire vous aussi en commentaire ce que vous avez lu ce mois-ci et éventuellement ce que vous projetez de lire le mois prochain. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo.